Bonjour à tous, à toutes et à tous pour ce webinaire où nous accueillons aujourd'hui le docteur Palma Rocchi, qui est directeur de recherche à l'INSERM et directrice de l'unité INSERM U1326 à Marseille. Euh, Palma est diplômé PhD de la faculté de médecine de Marseille et a réalisé ensuite son postdoc en Colombie-Britannique dans le laboratoire du docteur Glive en s'intéressant très tôt aux mécanismes de résistance à la castration dans les cancers de la prostate. Palma est à l'origine donc du développement de la molécule OGX 427, qui est un antisens dirigé contre HSP27. Elle en parlera certainement aujourd'hui. Et dès son retour en France, elle a donc travaillé à Marseille, où elle a récemment pris la direction de cette unité INSERMU 1326 qui s'appelle RNA Nanotech, ARN, messager, nanomédecine et theranostique. Et donc, toujours intéressé donc, à développer des programmes translationnels pour justement contourner la résistance euh, euh, au traitement dans le cancer de la prostate. Donc, outre un grand nombre de publications dans le domaine de très bon rang et un certain nombre de financements pour développer justement ces programmes dont elle va certainement parler aujourd'hui. Palma a eu un nombre conséquent de prix au cours de son parcours et développe aujourd'hui donc des programmes euh, en lien avec l'ARN messager et comme outil finalement pour traiter, pour contourner cette résistance. Et donc on te laisse la parole, Palma, pour nous présenter ce sujet-là et certainement un grand nombre de tes travaux. Merci beaucoup et la parole est à toi. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction et puis aussi pour l'invitation. C'est vrai que je vais parler de mes travaux de recherche, mais j'ai quand même souhaité élargir un peu enfin, aux autres travaux qui sont faits sur l'ARN messager, notamment la vaccination. Bien sûr, qui sont pas faits dans mon labo, mais c'était aussi pour avoir un overview un peu plus large de ce qui se faisait dans le domaine. Bon, sachant que la première partie, c'est là où je suis la moins, la moins familière, je dirais, mais c'était aussi intéressant de savoir ce qui se faisait au niveau de la vaccination. Alors, bien que la technologie n'ait été médiatisée que récemment, en fait, elle ne date pas d'hier. Depuis la découverte de l'ARN messager par trois biologistes français, François Jacob, André Wolf et Jacques Monod, qui ont eu le prix Nobel en 1965, s'en est découlé un certain nombre de travaux et tout un champ d'applications, notamment qui a pu voir le jour en oncologie, avec le développement de vaccins à visée prophylactique et également le développement d'inhibiteurs de l'ARN messager, donc qui sont des oligonucléotides antisense à des fins thérapeutiques. Là, c'est un peu embêtant, je vois pas trop les titres. L'ARN messager est en fait injecté et capté par les cellules de l'organisme qui vont produire les protéines virales ou d'autres protéines qui sont en général inoffensives. Ceci se fait donc grâce à des vecteurs. Maintenant, on utilise de l'ARN messager encapsulé dans des vecteurs lipidiques qui vont pénétrer par endocytose et les protéines vont pouvoir être synthétisées dans l'organisme et présentées aux lymphocytes CD8+ et CD4+ grâce au complexe majeur d'histocompatibilité. Et les lymphocytes CD8+ vont devenir des cellules tueuses vont être capables de détruire les cellules infectées. Les quatre composants d'un ARN messager en fait sont représentés ici. Donc en vert, vous voyez la séquence codante de l'antigène à exprimer, flanquée de part et d'autre par les séquences UTR qui régulent l'efficacité de la traduction et la coiffe en 5'
permet l'accès au ribosome et à la machinerie de traduction. Et la queue poly-A est en fait nécessaire pour la stabilité de l'ARN messager. Et la coiffe et la queue poly-A sont cruciales pour l'accès à la machinerie de production des protéines. La production d'un ARN synthétique commence par un ADN avec tout d'abord de manière informatique le design des séquences, ensuite la linéarisation de l'ADN, la transcription in vitro de l'ARN messager et la purification. Donc la réaction se fait grâce à de l'ARN polymérase et des nucléotides dans un système acellulaire et la coiffe et la queue poly-A sont ensuite ajoutées par voie enzymatique. Donc, les premières études qui ont été réalisées datent des années 1990 avec John Wolfe à l'université de Wisconsin, qui, dans ses travaux publiés dans Science, a montré qu'on pouvait exprimer chez la souris un ARN messager qui, à l'époque, n'était pas modifié après une injection intramusculaire. C'était alors la première fois que des cellules vivantes étaient capables de suivre des instructions génétiques qui étaient portées par un ARN capté et la protéine correspondante a pu être fabriquée en quelques jours. La limite des vaccins à l'époque venait donc de la stimulation du système immunitaire qui en fait euh, provoque de puissants effets immunogènes, la purification de l'ARN messager, la stabilité de l'ARN, la délivrance de l'acide nucléique dans les cellules et bien sûr leur fabrication en grande quantité. C'est grâce aux avancées scientifiques et technologiques produites par Catalina Carrico et Drew Weissman, qui ont eu le prix Nobel de médecine en 2023, qui avaient publié à l'époque dans cette revue en 2005, qui était passée inaperçue, des solutions technologiques innovantes qu'ils avaient mis au point en incorporant des nucléotides modifiés et par des procédés de retrait des contaminants. Cela permettait d'éliminer les réponses immunitaires parasites qui provoquaient ces réactions inflammatoires. Et c'est cette découverte, en fait, qui a rendu possible les deux vaccins, Moderna et Pfizer-BioNTech, qui ont été développés pendant la pandémie de Covid. En parallèle, d'autres laboratoires travaillaient sur des systèmes de livraison de l'ARN messager par des nanoparticules lipidiques qui ont également permis de voir le développement des vaccins Covid. Donc, ces nanoparticules lipidiques permettent une meilleure stabilité de l'ARN messager, une meilleure pénétration membranaire et également un échappement des endosomes de l'ARN messager. Donc, les premières études, en fait, ont été réalisées en infectiologie à l'Institut Pasteur, exactement, avec Frédéric Martinon et Pierre Meulien, qui ont été les premiers à utiliser un liposome qui renfermait l'ARN messager codant pour le virus de la grippe. Alors, cependant, c'est dans le domaine du cancer que on a le plus grand recul à ce jour, où on parle d'immunothérapie anticancéreuse à visée thérapeutique et non prophylactique, parce qu'on va pas vacciner toute la population de tous les cancers, mais c'est utilisé souvent chez des patients qui ont déjà un cancer ou des patients en rémission afin d'éviter la récidive. Donc, ces vaccins, en fait, codent pour des antigènes qui sont associés aux tumeurs, qui sont libérés dans le sang ou à la surface des cellules. Et ces vaccins, en fait, permettent de stimuler la production de lymphocytes T cytotoxiques afin d'éliminer les cellules cancéreuses qui expriment l'antigène tumoral.
Les premières études en fait ont été réalisées dans les années 95-96 avec ces travaux donc publiés dans Cancer Research notamment où en fait les auteurs ont montré que l'injection intramusculaire d'un ARN messager qui codait pour l'antigène carcino-embryonnaire ACE permettait de produire la protéine qui était détectée en quantité élevée dans le sang de chez certains patients et cela induisait une réponse en anticorps spécifique. Également, dans ses travaux publiés dans Journal of Experimental Medicine en 96, donc il avait été montré que l'introduction d'un grand nombre d'ARN messagers provenant d'extraits de cellules tumorales dans les cellules dendritiques, qui étaient injectées en sous-cutané chez les souris, permettait d'inhiber la croissance tumorale chez l'animal. Et c'est ces résultats en fait qui vont contribuer à l'accélération des recherches dans ce domaine. Et les premiers essais cliniques ont vu le jour en 2002, donc dans les cancers de la prostate, avec un vaccin qui codait pour l'antigène spécifique de la prostate, le PSA, où en fait cette protéine était l'ARN messager du PSA injecté par électroporation à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore les vecteurs lipidiques, dans les cellules dendritiques. Donc l'étude clinique avait été réalisée chez 13 patients et des résultats encourageants avaient été observés chez 3 d'entre eux avec une élimination transitoire des cellules tumorales circulantes. C'est ensuite en 2009 que la société CureVac, fondée par Steve Pascolo, un Français qui travaille maintenant à l'université de Zurich, en fait, qui a développé un vaccin qui est en fait un cocktail de 3 ARN messagers injectés dans les cellules dendritiques qui a été administré à des patients avec une forme avancée de mélanome et il avait été observé une régression de la tumeur chez 27% d'entre eux. Donc les premiers résultats encourageants chez l'homme datent de 2017 avec la société BioNTech qui a développé donc une plateforme de plusieurs ARN messagers qui correspond aux antigènes tumoraux les plus fréquemment exprimés. Et en fait, ils ont observé aussi des résultats encourageants sur des mélanomes. Ensuite, c'est en 2020 que toujours la société BioNTech a développé un vaccin contre le mélanome encapsulé dans des liposomes. Et donc, ce vaccin a été injecté en intraveineux, codant pour 4 antigènes tumoraux. Et on a observé des résultats cliniques encourageants avec des réponses partielles chez certains patients lorsque le vaccin a été administré seul ou combiné à une autre immunothérapie. Donc, le développement des vaccins à ARN messager, en fait, sont des bons candidats pour la médecine de précision. Et donc, les recherches à l'heure actuelle, en fait, essayent donc d'étudier les cellules cancéreuses par séquençage afin de mettre en évidence les antigènes tumoraux exprimés pour chaque patient, qui diffèrent d'un patient à l'autre, de manière à pouvoir développer rapidement un vaccin et l'introduire chez le patient, soit en combinaison avec une chimiothérapie classique, ou alors souvent sont des patients en rémission de manière à retarder la récidive. Et pareil, ça peut être utilisé seul ou combiné avec d'autres immunothérapies ou d'autres chimiothérapies. Donc, en conclusion, l'avantage de ces traitements, en fait, c'est un temps de développement très court, une production rapide, un ciblage très spécifique, un coût de production inférieur aux vaccins traditionnels, des effets secondaires
peu nombreux, pas de risque d'insertion et de mutagénèse. C'est c'est une approche qui est très adaptée pour la médecine de précision et qui induit une forte réponse immunitaire. Donc là, je vais passer à la deuxième partie du topo, c'est-à-dire le ciblage de l'ARN messager par des oligonucléotides antisense à des fins thérapeutiques. Donc c'est un domaine où je suis plus familière puisque c'est le domaine de recherche que je développe au labo depuis de nombreuses années et qui a aussi tout son intérêt justement dans la prise en charge personnalisée des cancers. Donc, les oligonucléotides antisense, en fait, ce sont des petits fragments d'ADN complémentaires, en général une vingtaine de paires de bases, qui vont reconnaître l'ARN messager de la protéine qu'on veut cibler. Et donc, l'avantage par rapport à une chimiothérapie classique, déjà, ça va l'hétéroduplex va activer la RNase H en fonction des modifications chimiques de l'oligonucléotide antisense et on va avoir une diminution de la production de la protéine cible. Donc, c'est adapté pour les oncogènes où on veut inhiber leur expression. Ça peut être utilisé aussi pour restaurer des mutations dans certaines maladies génétiques. Euh, on a des projets en développement aussi pour cibler juste un allèle muté. Et également, ça peut être utilisé pour réguler l'épissage de l'ARN messager, puisqu'on sait qu'il y a des variants d'épissage, soit par inclusion d'exons, soit par exclusion d'exons, qui en fait font des protéines mutées. Et donc, les oligonucléotides antisense permettent de restaurer le défaut d'épissage aussi de l'ARN messager. Donc, c'est assez intéressant puisque c'est la seule approche qui permet de faire ça. Il y a plusieurs oligonucléotides antisense qui ont eu la même dans les maladies génétiques pour corriger des défauts d'épissage. Donc, les avantages de cette thérapie par rapport aux petites molécules, ben, c'est leur grande spécificité, hein, comme pour les vaccins, une faible toxicité, donc idéale pour la médecine de précision, et également un développement rapide, comme pour les vaccins, en moins d'un an, comme vous voyez là avec l'exemple du Milacen qui a eu la MM en 2019, qui a été développé pour une seule personne, Mila, qui était une petite fille atteinte d'une maladie neurodégénérative. Et donc voilà, il y a une fondation à Boston qui a permis le développement de son oligonucléotide antisense qui a eu la MM en moins d'un an. Cependant, pareil que pour les vaccins, donc les challenges en fait viennent de leur pénétration tissulaire, de leur entrée dans les cellules et le relargage de l'endosome. Donc pareil, le développement des oligonucléotides antisense a commencé donc suite à la découverte de l'ARN messager dans les années 60. On voit depuis 1998, les premiers oligonucléotides antisense ont eu la MM dans diverses maladies. Mais jusqu'à présent, ça a toujours été pour des maladies monogéniques et jamais pour les cancers, bien qu'il y ait eu plusieurs oligonucléotides antisense qui soient passés en phase clinique. Donc à l'heure actuelle, donc, il y a une dizaine d'oligonucléotides antisense qui ont eu l'autorisation du maire sur le marché. Ils sont développés dans diverses applications thérapeutiques, dont l'oncologie, le système nerveux, les maladies infectieuses, les maladies génétiques, les maladies métaboliques, cardiovasculaires, gastro-intestinales, respiratoires, l'immunologie et la dermatologie. Et les voies d'administration sont nombreuses puisqu'on peut les injecter en intraveineux, sous-cutané, intravitréal, topique, inhalation, intratumorale, intratécale, nasale, orale et parentérale. Donc ça, c'est les 11 oligonucléotides antisense qui ont eu l'AMM ces 10 dernières années. Donc on voit que depuis 2013, il y a eu un boom d'AMM. Donc comme vous le voyez, donc c'est toujours dans les maladies génétiques hein, comme la dystrophie de Duchenne, la maladie de Batten
l'amyloïdose transthyrétine et la sclérose amyotrophique. Donc moi, pendant mon postdoc, comme vous l'a dit Philippe, au Prostate Center de Vancouver, en fait, j'avais mis en évidence à l'époque que la protéine de stress HSP27 faisait partie des gènes les plus fortement surexprimés dans les cancers de la prostate qui étaient résistants à la castration. Et donc à l'époque, j'avais développé un oligonucléotide antisense contre l'ARN messager de HSP27 qui restaure la sensibilité à la castration et à la chimiothérapie. Donc cet antisense a été breveté par l'Université de la Colombie-Britannique et licencié sous le nom d'OGX 427 par la firme canadienne Oncogenex. Et en partenariat avec Ionis, qui est le leader mondial des oligonucléotides antisense thérapeutiques, on a développé des phases cliniques 2 sur des patients avec un cancer de la prostate résistant à la castration, mais également du poumon, de l'ovaire et de la vessie. Donc le cancer de la prostate, en fait, c'est le premier cancer en France et l'un des plus mortels avec 72 000 nouveaux cas par an en France et 1,5 million dans le monde. Donc, lorsqu'il est détecté à un stade localisé, donc il va être traité en fonction de l'âge du patient, soit par surveillance active si la personne est très âgée, parce qu'elle a plus de chances de mourir des traitements que de son cancer. Mais pour des personnes plus jeunes, en fait, les traitements de référence sont la chirurgie, la radiation et un peu moins utilisé la cryothérapie et les ultrasons. Et le problème, c'est que dans 40% des cas, qui représentent 43 000 nouveaux cas par an en France, ces cancers sont détectés soit à un stade localement avancé, soit extraprostatique et ou métastatique. Donc à ce stade de la maladie, donc le traitement de première ligne, c'est la castration qui va provoquer l'apoptose des cellules hormonosensibles et l'involution de la maladie. Mais après un délai de 1 à 3 ans, on observe une récidive sur un mode qu'on appelle résistant à la castration. Et là, les chimiothérapies de deuxième ligne, comme les docétaxel, les inhibiteurs de PARP ou la thérapie PSMA, dirigée contre le PSMA, permet 12 à 18 mois de survie provoquant inéluctablement la résistance au traitement qui est responsable de 9 000 décès par an en France et 375 000 décès par an dans le monde. Donc nous, au labo, on s'intéresse à vraiment essayer de comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans la résistance au traitement des cancers de la prostate. Et donc, depuis mon retour en France, j'ai voulu essayer de comprendre le rôle d'HSP27 dans la résistance au traitement. Donc, j'ai réalisé le criblage au débit des protéines partenaires d'HSP27 à l'époque par double hybride. Et ceci a permis, donc, dans deux banques, une banque de cellules normales testis et une banque de cellules tumorales LA. C'était les banques qui étaient commercialement disponibles à l'époque. On a pu mettre en évidence donc 226 partenaires d'HSP27, dont seulement 2 avaient été préalablement décrits dans les littératures. Donc, on voit qu'on avait seulement 32 interacteurs en commun et sinon, tout le reste était des interacteurs spécifiques des cellules normales ou tumorales. Donc, l'analyse bioinformatique, en fait, a permis de montrer qu'HSP27 avait une fonction, seulement une fonction dans le transport intracellulaire des protéines en conditions normales. Et en revanche, en conditions tumorales, on retrouvait des fonctions d'HSP27 qui étaient responsables de l'oncogénèse, comme la régulation négative de l'apoptose, le splicing de l'ARN messager, l'activité, la régulation de l'activité GTPase. Mais de manière intéressante, la fonction majoritaire était son rôle dans la régulation de l'initiation de la traduction des protéines. Donc, afin d'avoir une vision plus large de l'ensemble des fonctions d'HSP27, on a utilisé le programme Cytoscape qui permet en fait d'enrichir l'interactome humain avec nos 226 interacteurs identifiés par double hybride. Et donc, ceci a permis de mettre en évidence en fait l'implication donc d'HSP27 dans 54 des 751 modules fonctionnels qui représentaient 25 fonctions
dont certaines étaient déjà connues dans la littérature, comme son rôle dans la régulation de la traduction et la réponse au stress, la régulation et l'organisation de l'actine, la régulation du cycle cellulaire et de l'apoptose. Mais de manière intéressante, en fait, on a mis en évidence donc 17 nouvelles fonctions d'HSP27 qui n'avaient jamais été identifiées, dont certaines ont pu être validées en biologie au laboratoire, dont son rôle dans la régulation de la réparation de l'ADN double brin et le splicing la régulation du splicing de l'ARN messager. Donc, afin de mieux comprendre le rôle d'HSP27 dans la régulation de l'initiation de la traduction des protéines et la résistance au traitement des cancers de la prostate, en fait, on a mis en évidence que lors d'un stress cellulaire qui était engendré par les traitements comme la castration ou la chimiothérapie, en fait, on avait une phosphorylation et une dimérisation d'HSP27 qui venait fixer le facteur eucaryotique d'initiation de la traduction des protéines pour empêcher son ubiquitination et sa dégradation par le protéasome, avec pour conséquence une activation de l'initiation de la traduction et la résistance à la castration et à la chimiothérapie des cancers de la prostate. Donc, grâce à la collaboration que j'avais avec des chimistes du CINAM, on a voulu voir l'effet de l'inhibition de cette interaction. Et donc, on a mis au point donc l'identification de l'interaction par la technique de Brett qui permet de faire un criblage haut débit de petites molécules. Et ceci, en fait, a permis de mettre en évidence donc la phénazine 14 comme étant capable d'inhiber de façon dose dépendante l'interaction entre HSP27 et UIF4E. Et en fait, l'analyse Docking a montré donc que c'était l'interaction de UIF4E sur la phase concave de la phénazine 14 sur la phase concave de IF4E, en fait, qui empêchait son interaction avec le domaine C terminal d'HSP27. Et le traitement des animaux à l'époque à des doses très faibles du fait de la très mauvaise solubilité de ces composés avait quand même permis de montrer une inhibition significative de la croissance androgéno-indépendante dans les modèles animaux. Et donc cet inhibiteur a été breveté au laboratoire. Et ensuite, on a analysé l'ensemble de l'interactome d'HSP27 qui avait été identifié par double hybride pour essayer de comprendre le partenaire qui était responsable de la résistance au traitement. Et en fait, donc plusieurs partenaires ont été identifiés et testés dans les lignées et chez les patients. Et en fait, on a retenu la protéine TCTP pour Translationally Controlled Tumor Protein, qui était connue en fait pour réguler l'élongation de la traduction, parce que on n'avait pas du tout d'expression dans les lignées normales et dans les tissus humains normaux. On retrouvait une surexpression de TCTP dans 18% des cancers non traités, suivi d'une diminution de son expression après castration, pour ensuite avoir une reprise intense et uniforme dans environ 70% des tumeurs des métastases de cancer de la prostate qui étaient résistants à la castration. Donc, on a voulu développer un inhibiteur de l'ARN messager de TCTP. Donc, on a développé au laboratoire un petit programme informatique qui permet donc à partir de l'accession number de l'ARN messager dans GenBank, de faire le découpage de l'ARN messager en 20 paires de bases, de synthétiser le complémentaire et également de regarder donc le pourcentage d'affinité avec le gène cible, puisqu'il faut bien sûr que notre antisense aille reconnaître seulement l'ARN messager qu'on veut cibler et pas les autres. Le pourcentage en GC qui est un élément déterminant pour l'efficacité des oligonucléotides antisense. Et également, on essaye de prendre des oligonucléotides antisense qui vont reconnaître l'ARN messager de la souris et de l'humain pour voir l'effet de l'inhibition endogène de la cible sur la toxicité chez les patients.
Donc, on a pu, par cette technique de ce qu'on appelle gene walk, dessiner 27 oligonucléotides antisens contre l'ARN messager de TCTP, dont certains n'ont pas été retenus du fait soit du pourcentage en GC élevé, soit parce qu'ils n'étaient pas 100% spécifiques de la cible, et 15 ont pu être testés. Et ceci, on a fait la synthèse, donc on a installé au laboratoire l'activité de synthèse des oligonucléotides antisens thérapeutiques, donc qui a permis de faire la synthèse de l'oligonucléotide antisens TCTP. Et on a mis en évidence que l'ASO10 était capable d'inhiber de façon dose dépendante l'expression de la protéine TCTP. Et on voyait également que le traitement des animaux avec l'oligonucléotide antisens TCTP permettait de restaurer l'expression et la fonction du gène suppresseur de tumeur P53 qui est perdu dans les tumeurs qui sont résistantes à la castration. Et le traitement des animaux avec l'antisens TCTP permettait d'observer une diminution très significative de la croissance androgéno-indépendante après castration. Et on observait également une additivité avec la chimiothérapie ou docetaxel. Donc, cet oligonucléotide antisens a été breveté. Et à la suite de ça, on voulait essayer d'améliorer la stabilité, la biodisponibilité et la délivrance des oligonucléotides antisens, dont la relevance clinique était bien démontrée, avec notamment le développement du Spinraza, dont les travaux ont été publiés dans Science, où en fait le traitement des patients en fauteuil roulant leur permettait de remarcher. Et donc, du coup, on a voulu continuer le développement clinique de ces oligonucléotides antisens qui étaient très pertinents en essayant d'améliorer leur efficacité. Donc, développer une collaboration avec le professeur Philippe Barthélémy à Bordeaux, où en fait, on a greffé en 5' de l'oligonucléotide antisens TCTP des chaînes lipidiques qui permettaient en fait une auto-nanovectorisation en nanomicelle où on voyait le lipide à l'intérieur et l'antisens à l'extérieur. Et donc, pour la première fois, on a montré que ces nanoformulations lipidiques d'antisens permettaient aux oligonucléotides antisens de pénétrer dans les cellules sans agent transfectant, puisque normalement on utilise au laboratoire de l'oligofectamine, mais qui ne peut pas être utilisé chez l'homme du fait de sa toxicité. Et le traitement des animaux avec l'oligonucléotide antisens permettait d'avoir nanoformulé une meilleure extinction de la cible intratumorale et un meilleur index thérapeutique. Donc, ces modifications lipidiques ont été brevetées au laboratoire. Et ensuite, on a voulu voir, toujours en collaboration avec les chimistes du CINAM, si le cœur hydrophobe de cette nanoparticule d'oligonucléotide antisens pouvait servir à encapsuler des chimiothérapies. Et donc, on a utilisé la phénazine 14 dont je vous ai parlé au début parce qu'elle était très peu soluble. Et on a réussi à encapsuler la phénazine 14 dans nos nanomicelles. Et on a montré que l'encapsulation de la phénazine 14 permettrait au composé d'être soluble dans l'eau. Et on avait également un effet synergique spectaculaire des deux molécules, ce qui a abouti à un nouveau brevet. Donc, à l'heure actuelle, on continue le développement de ces nanomédicaments à base d'oligonucléotides antisens innovants pour la délivrance ciblée de composés thérapeutiques, dont la phénazine 14.
Et également, on développe au laboratoire donc des modèles d'organoïdes de patients du fait de la collaboration du professeur Cyril Bastide, qui est chef du département d'urologie à la PHM, et du docteur Michael Baboudjan, qui est un neurologue qui fait sa thèse au laboratoire, et de manière à pouvoir faire la caractérisation des tumeurs humaines et pouvoir ensuite proposer aux patients donc des nanoparticules d'oligonucléotides antisense personnalisées en fonction des mutations de chaque patient. On continue également le développement enfin, la recherche des mécanismes appliqués dans la résistance au traitement. Donc, on a continué à étudier les interacteurs d'HSP27 par la technique de GFP-TRAP, mais dans des conditions, enfin, avec des modèles de cancer de la prostate à différents stades de la maladie, donc en conditions normales, sur des cancers hormonosensibles et des cancers des lignées résistantes au traitement. Et en fait, on a mis en évidence, en fait, après analyse par spectrométrie de masse, que le nombre d'interacteurs augmentait avec l'évolution de la maladie. Et on retrouvait donc le rôle d'HSP27 dans le transport intracellulaire des protéines en conditions normales, son rôle dans la régulation d'initiation de la traduction dans les cancers hormonosensibles. Mais de manière plus intéressante, on a mis en évidence un rôle d'HSP27 dans la modulation de la réponse au traitement. Et ceci a permis donc d'isoler deux nouvelles cibles thérapeutiques, la ménine et DDX5, pour lesquelles on a développé des oligonucléotides antisense qui ciblent leur ARN messager qui ont été brevetés au laboratoire. Et voilà, donc là, c'était pour vous présenter un peu donc le laboratoire dont Philippe vous a parlé, donc Hernan Notaire, qui est une unité INSERM 1326 qui a été créée en début 2024, en fait, qui est le premier laboratoire français qui combine à la fois l'expertise en chimie et en biologie pour développer des oligonucléotides antisense thérapeutiques. Donc, ce laboratoire, en fait, a la particularité d'être sur deux sites. Donc, tout ce qui est la chimie, la synthèse et la caractérisation des nanomicelles d'oligonucléotides antisense se fait au Centre interdisciplinaire des nanosciences de Marseille, donc sous la direction d'un chimiste, Michel Camplot. Et tout ce qui est biologie et transfert vers la médecine des composés, les tests biologiques, se fait au Centre européen d'imagerie sur le campus santé de la Timone, qui permet aussi de faire du radiomarquage de nos nanoparticules et des analyses précliniques en conditions isotopiques sur des cellules et des animaux. Et ça a aussi l'avantage d'être à proximité donc de la faculté de pharmacie et des radiopharmaciens, du service d'urologie et de médecine nucléaire de la PHM pour tout ce qui est développement d'organoïdes et phases cliniques précoces. Et donc en fait, l'esprit du labo, c'est vraiment de créer un pont entre la recherche très fondamentale à la recherche de transfert et plus appliquée. Donc, en conclusion, on peut dire que, enfin, la pandémie aura été un accélérateur de développement et de transfert pour le ciblage de l'ARN messager dans le traitement du cancer, hein, que ce soit au niveau de la vaccination ou des thérapies. Et donc, à l'heure actuelle, il y a plusieurs vaccins en développement en oncologie par Moderna et BioNTech, notamment dans les mélanomes, cancer du poumon à petites cellules, les carcinomes épidermoïdes cutanés, le cancer du rein, le cancer de la vessie, du côlon, les tumeurs solides et le cancer du pancréas. Et au laboratoire, donc on a développé une start-up, donc Silent Thérapeutique, pour justement développer le premier nanomédicament ciblant l'ARN messager dans le cancer de la prostate avancé,
qui permet, donc, comme pour les vaccins, un traitement individualisé pour chaque patient, un développement en quelques mois et une toxicité limitée. Et voilà, donc j'espère vous avoir convaincu que l'ARN messager fera très probablement partie de l'arsenal thérapeutique de demain en oncologie. Et je sais que Moderna prévoit des mises sur le marché dès 2025. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions. Merci Palma pour cet exposé très clair enfin, des généralités sur les ARN messagers, enfin les vaccins ARN messagers en oncologie et ailleurs, et aussi pour tes résultats très encourageants. On va peut-être demander à l'auditoire s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions sur le chat, mais peut-être en direct. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Il y a Alors une moi, j'ai personne une... qui a quand même dit que c'était une présentation très claire. Bravo pour le travail et la largeur de Absolument. vos études. Votre motivation paraît très grande. Bon futur pour vos travaux. Alors moi, Merci, merci beaucoup. j'ai une première question concernant le ciblage. Quand on regarde le site dédié qui s'appelle clinicaltrial.gov, Gov, ouais. où on recense tous les essais cliniques actuels qui sont menés sur l'ARN thérapeutique, en oncologie, hein, je parle bien évidemment. On voit énormément d'essais sponsorisés tous par des grosses firmes industrielles, parce qu'il n'y a pas que Moderna ni BioNTech. Et par contre, on voit, enfin, quasiment jamais on ne voit les antigènes qui sont ciblés. Alors bon, dans la prostate, on se doute qu'il y a PSMA, qu'il y a ce genre de choses, mais dans pas mal de cas, on n'arrive pas à connaître, enfin, c'est undisclosed. Et moi, je me demandais jusqu'à combien d'antigènes on peut utiliser comme cible, hein, je parle. Euh, Ouais, et est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a un nombre limite? Est-ce que c'est d'autant plus difficile qu'on augmente ce nombre d'antigènes pour essayer de cibler l'ensemble de la ouais. population tumorale hétérogène, bien évidemment? Tu parles pour la vaccination, c'est ça? Je parle pour enfin, l'utilisation des vaccins thérapeutiques, en fait. Ouais, Pas ouais. vraiment une Alors les vaccins vaccination. thérapeutiques, oui, oui, enfin oui. Les vaccins thérapeutiques, en fait, de ce que j'ai compris, hein, malgré que tu as bien compris, c'est pas mon domaine de recherche, mais je m'y intéresse quand même. Donc, à l'heure actuelle, donc ils font des plateformes de vaccination avec, j'imagine que ben c'est sous le couvert de la confidentialité entre guillemets, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir donc le pentatop par exemple, il y a 5 antigènes qui sont les antigènes les plus fréquemment représentés dans les tumeurs, mais l'idée après c'est de pouvoir avoir un pool d'ARN messager suffisamment conséquent pour pouvoir adapter probablement à chaque patient. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a un qui a une surexpression de l'antigène ACE et un autre antigène, de pouvoir adapter spécifiquement à chaque patient, à chaque surexpression d'antigène pour chaque patient qui diffère d'un patient à l'autre. Enfin, de ce que j'ai compris en tout Oui, cas. oui. Le problème, c'est le temps de mise en œuvre pour fabriquer pour chaque patient en fonction de ce qu'il aurait comme surexpression. Ben, en fait, oui. Alors là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça paraît encore utopique, mais avec, enfin, je pense, hein, l'avancée des travaux, la rapidité de séquençage et le pool d'ARN messager qui sera disponible, puisque pour le moment, c'est que des nouveaux développements, mais je pense que dans les prochaines années, il y aura le vaccin ARN messager pour chaque type d'antigène. Enfin, dans les peut-être 10-20 prochaines années, ben, peut-être que ça sera plus facile d'aller choisir celui qui sera le plus adapté aux patients. Enfin, en tout cas, ça serait l'idéal. Après, je Oui. sais pas Est-ce qu'il y a si d'autres c'est... questions? Non. J'ai une autre question du coup, le temps d'avoir
d'autres personnes qui veulent poser des questions à Palma, mais sur la prostate hein, en particulier, on sait qu'il y a une résistance, notamment aux antiandrogènes liée à RV7, c'est-à-dire un variant d'épissage du récepteur des androgènes. Mm. On sait qu'il y a un PROTAC qui a été approuvé récemment. Est-ce que vous avez envisagé par l'approche anti-sens, parce que c'est l'idéal, je dirais, dans ce cas du V7. Oui, alors c'est vrai que bon, il y a des gens qui sont spécialistes de la voie du récepteur aux androgènes et c'est pas mon cas, hein, mais même je sais comment ça marche quand même, mais bon j'ai pas la spécificité de la voie des récepteurs aux androgènes parce que je pense que c'est assez complexe et ça demande une expertise bien définie. Alors je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur des petites molécules qui inhibent le RV7. Je crois qu'il y avait eu aussi un siRNA. L'idéal, ce serait vraiment de faire un antisens contre cette forme-là du récepteur en androgène. On n'en a pas eu l'occasion jusqu'à présent, mais c'est vrai que ça serait vraiment une belle opportunité de pouvoir collaborer avec des gens qui travaillent dans ce domaine pour pouvoir un peu nous aiguiller sur les séquences à cibler. En revanche, de manière indirecte, on travaille sur le gène suppresseur de tumeurs ménines qui se transforme en oncogène dans les cancers de la prostate. Et en fait, on a montré que ce switch de gène suppresseur de tumeurs en oncogène se fait via la régulation des miRNA et on voit que indirectement, elle régule un miRNA qui cible le récepteur aux androgènes. Je crois que c'est le LED7. Voilà, donc on pourrait un peu le cibler par cette voie-là de manière indirecte. Mais évidemment que s'il y a des gens qui ont l'expertise du récepteur aux androgènes, je pense que ça fera partie en tout cas des projets intéressants à continuer, quoi. Enfin, démarrer surtout. À démarrer surtout, oui. Mm. Il y a Mm. une question sur le chat. Alors, par rapport au fait que euh, en Afrique, on trouve des formes relativement agressives de cancer de manière générale, peut-être en particulier d'ailleurs de cancer de la prostate. Est-ce qu'il y a des modèles organoïdes notamment qui sont testés en particulier et qui peuvent récapituler, je dirais, ces modèles agressifs? Alors, pour le moment, on a des patients qui viennent donc du service d'urologie de l'hôpital Nord, hein, qui est quand même une population assez hétérogène, je dirais, puisqu'il y a un peu toutes les nationalités. Et il y a à Marseille en tout cas, beaucoup de patients qui viennent d'Afrique, que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud. Et on essaye également de développer, mais bon, c'est un peu compliqué, une collaboration avec l'Algérie. On a déjà eu accès à des prélèvements, mais de mauvaise qualité. Et donc là, on se demandait justement si on pouvait réfléchir à mettre en place, mais ça me semble, en tout cas, à ce jour, pas réalisable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos patients viennent un peu de tous les horizons, quoi. Et est-ce qu'il y a des marqueurs particuliers de ces cancers-là ou pas, sur ceux que vous avez pu analyser éventuellement? Ouais, non, pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est au tout début de la mise en culture et les prélèvements de prostate sont très difficiles à avoir. Donc, pour l'instant, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a démarré les études. Donc, on a des beaux organoïdes, mais on a pu inclure que 13 patients parce que normalement, ces cancers avancés sont pas opérés, sauf s'il y a une gêne quelque part, mais les cancers avancés sont pas opérés. Donc, c'est difficile d'avoir des prélèvements de cancers avancés. Donc, on est vraiment au tout début de l'histoire, quoi. Mhm. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Personne. J'avais une question au niveau, alors plus médico-économique. Le développement de ce type de thérapeutique par rapport, je dirais,
Bon, une chimiothérapie, c'est clair que ça n'a rien à voir, mais par rapport à ce qui peut être développé à l'heure actuelle, où est-ce que tu situes l'aspect anti-sens, on va dire? Alors, pour le moment, enfin, enfin, je pense qu'un oligonucléotide antisense seul pourra pas traiter le cancer parce que le cancer est une maladie un peu hétérogène et, et multifactorielle. Donc, cibler un gène, ça paraît un peu utopique, hein. D'ailleurs, enfin, tous les oligonucléotides antisense ont eu la MM, c'est dans les maladies génétiques. Et dans les cancers, il y en a quelques-uns qui sont en développement. Et moi, je crois beaucoup plus à une thérapie combinée avec des agents de ciblage actifs, des chimiothérapies, voire des rayons en même temps. Enfin, ce type d'approche-là, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas du tout d'oligonucléotides en sciences qui a eu l'autorisation de mise sur le marché. Et il y en a quelques-uns qui sont en développement sur TrialGov justement. Mais, euh, mais c'est souvent en combinaison avec d'autres chimiothérapies pour le moment. D'accord. Et tu disais sur les effets immunitaires, il y en a moins, je dirais, que les effets Pour les secondaires olig- potentiels. pour Oui. les oligonucléotides Ouais. antisense, où il y en a moins. En fait, ce qui a été observé, bon, déjà, c'est comme c'est spécifique d'une cible en particulier par rapport aux petites molécules qui vont aller un peu taper n'importe où dans les cellules, bah, du coup, forcément, tu vois moins d'effets secondaires de non-spécificité, je dirais. Après, les effets qui ont été observés en clinique, ce sont des effets qui sont bon déjà transitoires et réversibles, et c'est des effets, je dirais, modérés du fait de l'activation du système immunitaire. Donc, on a ce qu'on appelle le syndrome de relargage du cytokine avec un peu de frisson, de la fièvre, ce genre de choses, mais qui s'arrête à l'arrêt du traitement. D'accord. Et chez l'animal, quelle est la fréquence d'administration de ce type de... Par exemple, celui qui est encapsulé, enfin, qui est, pardon, vectorisé dans vos nanomicelles, il y a besoin de quelle fréquence en termes d'injection? Ah, ouais. Alors pour le moment, on n'a pas fait toutes ces études-là pharmacocinétiques qui aussi demandent une expertise très particulière, mais dans le cadre de Cylon, c'est prévu une étude pharmacocinétique pour justement comparer les modes, les temps d'administration et la biodistribution, enfin toutes ces choses-là, toxicité, enfin toutes ces choses-là. Ça sera fait dans le cadre de Cylon parce que c'est vrai que c'est difficile au laboratoire d'avoir des financements pour faire ce genre de travaux. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai été motivée pour développer cette start-up. C'était vraiment de pouvoir continuer le transfert de ce qu'on faisait au laboratoire. Parce que enfin, depuis plusieurs années, je travaille dans le domaine. J'avais 15 brevets, mais jamais de transfert en clinique, donc c'est un peu frustrant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu explorer ce champ pour essayer vraiment d'avoir ce transfert-là et ces applications chez l'homme. Enfin, on espère. On croise les doigts. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne? Bon, eh bien, N'hésitez écoute, pas à prendre la Palma, parole, hein. voilà. Merci encore une fois de ton intervention. Et alors, on rappelle à ceux qui étaient présents que la présentation sera disponible sur YouTube d'ici 8 jours et qu'on pourra donc y accéder de manière libre pour les adhérents. Voilà, un grand merci. Donc, c'était notre Merci à dernier vous. webinaire Merci. de... Oui, allez-y, allez-y. Non, merci pour l'invitation et voilà, j'espère que ça aura intéressé l'audience de la Société française du cancer. Bah oui, les, les retours sont enthousiastes sur le chat. Donc, c'était le dernier webinaire de l'année.
2024. Et donc le prochain, ce sera le mardi 14 janvier 2025 par le docteur Clotilde Théry sur le potentiel thérapeutique des vésicules extracellulaires. Et je vous enverrai le lien pour vous inscrire avec le retour, enfin le replay de ce webinaire-là d'ici 8 jours. Ok. Voilà. Bon, bah merci bien à tout le monde. Bonne fête de fin d'année. Merci. Bonne fête. Bonne fête de fin Bonne fête d'année, à merci vous. à tous. Au Au revoir. revoir.